Et à propos de chroniques qui sont vachement chouettes, tu en as une aussi, Tu vas faire Nico, la dans tienne? ton panier depuis un petit moment, il me semble. Tu veux pas faire la tienne avant? Non, 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 vas-y, tu peux faire la tienne, voilà. Oh Je, OK, je me, ça je marche. me, je me sacrifie. Je préfère que vous Oh qui avez. ça me fait de Moi, la peine. moi, je pourrais la faire à un autre moment, c'est pas grave, elle est écrite depuis un petit moment aussi, mais, Ça me fait de la peine ce genre de mais vous sacrifice. inquiétez pas. Alors, on ne sait pas, chers auditeurs, s'il y aura une chronique de moi aujourd'hui ou pas. Oh Enfin, vous, trop de vous, 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 suspense! vous le savez, parce que vous avez le titre, C'est écrit mais, dessous, mais pas pour nous. mais Nous on pas voit pour pas, il y vous, a rien oui, il y a écrit trop de dessous. suspense. Moi j'ai une petite question, Oui, pour vous, et ça me fait ouais. plaisir qu'il y ait un peu de monde, enfin qu'on soit plus de 2 Qu'on ce soit plus soir. de deux, oui, parce que ça a failli être le cas d'être deux. Est-ce que vous avez déjà observé un ovni? Ah, non. Et Moi, j'ai déjà vu un phénomène, paranormal, mais je pense que c'était pendant un orage, donc c'était assez normal. Mais à l'époque, il m'avait semblé bizarre. ah ouais, ouais, c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Moi Le, aussi j'ai un le- peu le seul truc à la rigueur d'OVNI que j'ai vu, mais c'était pas vraiment un OVNI, au final, c'était le lancer de satellite de Elon Musk en 2020, oh! où il y avait toute une traînée de lumière dans le ciel, plein de petits points très proches qui se suivaient à la queue leu leu, il y en avait une centaine. Et tu sais, tu es là comme ça, tu vois les étoiles, et puis d'un coup, tu vois un truc qui fait bzzz, et Waouh, c'est très très lent. Et là, tu fais, mais qu'est-ce que impressionnant. c'est que cette chose? Et je me souviens avoir regardé sur internet, et les gens disaient, oui, c'est lancement des satellites de gna gna gna. Et je fais, ah, ok, d'accord, bon, c'est ça. C'est assez utile. Voilà. Ouais, moi j'ai une anecdote un peu nulle, mais je sais pas si je la raconte ou pas Oh, sur bah vas-y, t'as vu un comme je OVNI? l'ai dit il y a 10 jours. Ouais, en fait, Il y a j'étais en 10 jours? voiture il y a 10 jours à peu près, oui. Genre on était en voiture et puis à un moment, il y a je vois une boule argentée dans le ciel. Tu vois, genre elle Oh. se déplace à plusieurs dizaines de mètres et elle avance et je me dis tu vois, je hurle, je fais: «Ah regardez, il y a un ovni!» Et Mais alors? c'était la lune! Non, c'était pas la lune, c'était en plein jour et en fait, par Ah. chance, la boule allait dans notre direction et là, elle se rapproche et je vois que la boule prend une forme de cœur et je vois une tige en dessous et en fait, c'était un ballon gonflé à l'hélium Oh, c'est triste. qui Ah a dû non, s'échapper de je j'imagine! ne sais pas quoi. Mais de loin, c'est hyper chelou, tu sais, tu vois vraiment une boule, Bah ouais, argentée qui vole, c'est impressionnant. tu m'étonnes. Bref, du coup, en fait, Ce que rien à voir. j'ai vu un phénomène astronomique, assez, ces derniers jours. Je pense que vous l'avez vu aussi, Vénus et Jupiter qui Oula. étaient en conjonction, Oh! qui étaient toutes proches l'une de l'autre, puis qui se sont éloignées. On voyait deux points très lumineux, Ah ouais? vers l'horizon. Ça doit être impressionnant à voir. Et t'as vu ça, toi? Moi, Bah oui, j'ai vu ça. pourtant, j'ai un ciel étoilé, j'ai pas enfin, après, tu me diras, je sais même pas comment reconnaître Vénus et Jupiter dans sur Il y a le peut-être ciel, trop donc. d'étoiles, oui. Moi, comme je suis dans une ville, Ah oui, moyenne en ce tu moment, les plus grosses. j'en vois pas énormément. Donc, Ouais, non, mais donc c'est là, ça, je les en ville, voyais on très voit on bien. voit rien du tout, hein. En ce moment, la constellation que je vois le mieux, c'est Orion, qui est juste en face de chez moi, de ma fenêtre. Donc, Ah, mais voilà. j'en connais les ça, c'est impressionnant. Mais moi, je suis incapable déjà, Ah bah, pareil, pareil. j'en voir 2 ou 3 par nuit des étoiles au grand maximum. Alors qu'en Ardèche, j'imagine que tu dois voir vraiment un ciel dégagé Moi, avec j'ai un ciel, déjà dégagé, mais du coup, j'ai trop d'étoiles d'une certaine manière puisque je ne peux pas les reconnaître. pollué par les étoiles. Pollué par les étoiles et tout. C'est chiant, quoi, le ciel étoilé. Mais préférons la pollution lumineuse et de brouillard. Enfin, à Paris, on ne voit rien du tout, en fait. On voit quand Non, j'habitais dans le je sais bien. 93, je voyais juste, la Fête. lune qui avait l'air de faire perpétuellement la gueule dans un nuage de pollution. Donc c'est quand même Eh oui. Bref, du coup, Enfin, moi, je je suppose suis que t'es pas là pour pas à nous parler parler de pollution d'étoiles. lumineuse, ni d'étoiles et tout. En fait, même on s'éloigne du sujet, vous êtes trop terre à terre, là, je suis un peu déçu. Parce que vous avez jamais fait de rapprochement entre un ovni et des extraterrestres. Eh oui, c'est vrai Et que parce que tu vois, genre, quand on parle d'ovni, tout de suite, ce qui nous vient à l'idée, c'est c'est les aliens. terrestre. Et au final, mais C'est même, vrai. tu vois, quand j'étais confronté à ma boule lumineuse, argentée, j'ai même pas pensé aux extraterrestres. Non, c'est vrai. Ah merde. Je te jure. Je dis: «Il y a un truc bizarre». Tu pas dit il y a des extraterrestres en pointant du doigt, quoi. Mais il y a des gens qui pensent que, bah, les extraterrestres et les ovnis, c'est un petit peu lié. Et on va parler de ça aujourd'hui. Oh. Déjà un petit disclaimer, on va aborder la spiritualité contemporaine et ça, c'est quelque chose qui est toujours très complexe. Mmh. En fait, on croit tous et toutes en certaines choses qui sont invérifiables à différents degrés. Et on est tous et toutes séduits et sensibles à certaines explications qui s'accordent avec notre propre vision du monde. Dans certains cas, en fait, ces croyances s'inscrivent dans la construction de notre individualité. On les fait siennes, on se les approprie tellement que toute interrogation ou remise en question devient de plus en plus difficile à concevoir. En fait, il n'y a plus beaucoup de place au doute et la curiosité s'efface au profit d'une certitude qui va devenir une part de notre identité.
Ça, c'est des constructions mentales sur lesquelles j'aime bien lire, parce que au final, il y a pas mal de parallèles qui peuvent se faire avec notamment les stéréotypes et les idées reçues. Et j'imagine que vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse assez. Bah oui, bien Et sûr. en plus de ça, je crois qu'on a déjà parlé un peu de croyances contemporaines ensemble, quand j'ai dû parler de conspirationnisme à propos de l'archéologie, de la cryptozoologie ou du Oui. chamanisme. Et du chamanisme aussi, ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement finalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment ce parallèle, tu vois? Genre même, enfin moi j'aime bien, comme tu sais, le contact entre, Ouais. des mondes, la confrontation à La l'altérité. confrontation entre deux mondes, quoi, en fait. C'est ça. Et bah, on voit que, bah, il y a des constructions mentales un peu qui se retrouvent. Alors je précise quand même que je respecte totalement la liberté de chacune et de chacun de croire. C'est vraiment pas, mon but de débattre, de ça. En fait, mon but, quand je parle de ça, c'est seulement d'inciter à ne pas délaisser, cette curiosité, en rapportant notamment d'autres points de vue et notamment une partie de l'état de la recherche, sur ces sujets. Qu'on soit Mmh. d'accord, tous ensemble ici, il existera toujours une part d'inconnu et de mystère, et ce, dans à peu près tous les domaines qui existent. Et avoir une réponse à tout, bah, ça restera un but qui est inatteignable. Alors aujourd'hui, pour entretenir cette curiosité sur des sujets un peu étranges, je vous propose de parler ovni, extraterrestre, et on va aussi rajouter culture native américaine, hein. Ça vous va? Yes! Allez, Mmh. on met tout dans le checker et on secoue. C'est clair. Alors on va un peu détailler les ingrédients quand même. Déjà pour mettre un peu de contexte, je suis tombé un peu par hasard sur, un livre qui s'appelle le Handbook of UFO Religions, qui a été publié en 2021 sous la direction de Benjamin Zeller. Alors me demandez pas comment je peux tomber par hasard sur ce genre de choses, même moi j'ai oublié. Donc il s'agit d'un état des lieux, de plus de 550 pages, des études sur les croyances qui sont liées aux extraterrestres d'un point de vue religieux. Donc ça inclut les mouvements sectaires et la spiritualité contemporaine. Et ça parle aussi de leur origine et de tout le folklore actuel autour des ovnis et des aliens. Oh. Donc c'est sur cet ouvrage que je vais me baser, et en particulier sur son introduction et un chapitre intitulé Aliens Among Native Americans, point d'interrogation, qui a, bah, Mmh. comme vous vous doutez, titillé un peu ma curiosité. Tu m'étonnes. Donc j'ai pas lu tout le livre parce qu'il est quand même, bah, très costaud, c'est vraiment, 550 pages d'études scientifiques. Donc c'est, voilà, c'est pas le C'est lire pas de rien. temps en temps, c'est chouette parce que c'est très varié. Mais par contre, oui, je l'ai pas du tout fini et je sais même pas si je le finirai un jour. C'est juste, pour s'y référer des fois de temps en temps, ça peut être sympa. Alors, ce Benjamin Zeller, c'est un chercheur américain en religion contemporaine et alternative. Donc ça, c'est vraiment son sujet d'étude. Et ses sujets de prédilection, en fait, c'est tous les liens qu'entretiennent les nouvelles croyances avec le monde actuel, donc c'est-à-dire la science, le marketing, la culture populaire, etc. Donc il s'est beaucoup intéressé aux sectes, mais aussi à d'autres sujets comme, ben, par exemple, le millénarisme dans l'œuvre de Lovecraft, qui est Mmh. assez stylé. Le chapitre dont on va parler un peu aujourd'hui, hein, Aliens Among Native Americans, il a été rédigé par quelqu'un qui s'appelle Paul Myrie, qui est pasteur et professeur de théologie, et qui étudie aussi un petit peu tout ça, donc la manière dont se créent les croyances contemporaines. Donc ça fait un petit peu ancien régime d'être pasteur et chercheur, mais pour les Américains, ça va, ça a l'air d'être normal. Ouais, c'est normal, Donc si vous voulez dire tout ça, je mettrai la référence dans un commentaire en bas. bien sûr. Donc l'intérêt pour les ovnis, il est assez indéniable à notre époque. Il existe un folklore qui est très riche et qui se retrouve jusque dans le grand public. C'est un sujet, bah, dont tout le monde parle à peu près un peu tout le temps. Que ce soit dans les films, les séries ou même entre amis ou quoi, c'est vrai que ça arrive assez régulièrement. Il y a de nombreuses reprises, il s'impose même en politique. Donc il y a quelques exemples qui sont assez intéressants, comme la promesse de la candidate Hillary Clinton en 2016 de rendre public tous les dossiers cachés de la zone 51. OK. On a aussi en 2019 l'ancien président polonais Lech Walesa qui parlait de visiteurs extraterrestres qui étaient sur Terre. Et plus récemment, donc je rappelle on est en mars 2023, en janvier ou février 2023 je sais plus, mais il y a la Maison Blanche qui a dû admettre que les ballons qui avaient été abattus par l'aviation américaine n'étaient pas d'origine alien. Ah. Je sais pas si vous avez suivi ça. Pas du tout. Mais t'imagines quand même la Maison Blanche a dû dire, parce qu'il y a des gens vraiment que ça inquiétait, que ce soit potentiellement des trucs extraterrestres. En fait, on est bien là face à des cas de croyance, où est présupposé en amont d'un questionnement une réponse que l'on pourrait résumer à les ovnis sont liés à des entités extérieures à notre monde connu.
les concepts y sont extrêmement variés. Ça y inclut entre autres, je sais plus parler, des objets non identifiés qui sont d'origine humaine ou extraterrestre, des vaisseaux spatiaux, des êtres non humains d'origine inconnue, on a aussi des enlèvements, des voyages physiques à travers le temps et l'espace, ou alors des voyages via des méthodes occultes ou spirituelles. Tout ce vivier de concepts, il se retrouve à l'intersection avec la pensée religieuse, où le témoignage merveilleux, le récit de l'extraordinaire, la vision d'une personne ou d'un groupe prend une dimension de vérité. C'est le cas par exemple du gourou Raël, dont l'origine de sa secte se base sur son propre récit de rencontre avec des extraterrestres. Et en fait, tout ça, ça rend la frontière entre les religions et les dérives sur les extraterrestres et les mouvements qui s'intéressent aux ovnis particulièrement poreuse. Et même des chercheurs ou des personnes haut placées, comme on l'a vu par exemple avec l'ancien président polonais, ne sont pas à l'abri d'adhérer à ce type de croyances. Et ce qui est fondamental avec cette mythologie contemporaine, c'est pas qu'elle suit simplement des modèles de construction religieuse, mais qu'elle reflète les mêmes préoccupations profondes que les mythologies traditionnelles, en cherchant à donner un sens à la mort, à la souffrance, à la sexualité, à la place de l'humain dans l'univers, etc. Le langage qui est utilisé par les personnes qui adhèrent à ce genre de croyances suggère aussi une admiration, une passion pour découvrir une vérité et un désir quasi ésotérique d'explorer des mystères, donc mystères au sens religieux du terme, c'est-à-dire des choses qui sont cachées aux profanes. L'anthropologue Debra Battaglia suggère que le concept des extraterrestres, il se dessine en réponse aux inadéquations des modèles culturels pour expliquer l'expérience personnelle vécue. En fait, c'est un peu dans cette faille que va s'intégrer ces croyances contemporaines. Ah oui. C'est aussi une réponse aux anxiétés sociales contemporaines sur l'identité, la technologie, la société, l'environnement, etc. Et du coup, en fait, ça permet un rôle culturel similaire à une religion, puisqu'il aide à expliquer la nature de l'expérience individuelle en la reliant à une sphère qui est beaucoup plus large et surtout beaucoup plus structurée. Il y a l'anthropologue des religions, François Gauthier, j'ai lu une interview, pareil, un petit peu par hasard, il y a 2 jours, qui explique que le succès général des spiritualités contemporaines s'explique par la recherche d'un sentiment d'authenticité et l'importance accordée à l'expérience personnelle. Mais aussi l'attrait pour des rituels quotidiens ou l'expression d'une individualité qui répond au code d'un groupe, un peu de la même manière que les sous-cultures, comme par exemple dans la Ouais. musique ou des styles vestimentaires, ce genre de choses. Donc comme dans tout mouvement religieux, avec nos ovnis, on a affaire à une mythologie, à la création de dogmes et à des débats sur l'authenticité des preuves. Mais ce mythe possède une couche supplémentaire puisqu'il transparaît dans les médias et la nouvelle technologie qui va fournir alors des modèles de croyances à suivre à des consommateurs. Benjamin Zeller, il identifie 4 modèles de construction de croyances sur les extraterrestres. En premier point, on a le scientisme, c'est-à-dire une forme de religion de la science ou de la technologie, ou encore lorsque la science devient elle-même une forme de religion. La science est notre religion, c'est une citation, par exemple, du mouvement raélien. Et dans ces cas-là, en fait, tout ce qui va être Bible, texte sacré, textes anciens, tradition, traces des anciennes civilisations, vont être vus à travers une vision du monde qui est technique et scientifique. Un autre exemple, pour la communauté Starseed, dont les membres sont persuadés d'être des âmes extraterrestres incarnées sur Terre, l'ADN, donc ce qu'on a dans nos gènes, ça prend une dimension de prédestination ou de destin au sens où on l'entend dans les religions anciennes. Du coup, en fait, ça fait que des concepts scientifiques servent à organiser un mouvement et à mettre en avant, voire flatter certains individus. De fait, la science n'est plus vue par le prisme académique de la recherche, par exemple, mais devient une sorte de moyen magique d'accéder à une justice ou à une vérité, par exemple. C'est à mettre en lien avec, bien sûr, nos modèles de société actuels, avec tout ce qui va être modernisation, sécularisation, rationalisme, recherche du progrès, de l'efficacité, de la productivité, etc. Et Ce n'est cet pas du tout appel... une vision rationnelle de la science. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est exactement ce que j'allais C'est dire. le En fait, paradoxe quand même. c'est tout à fait. En fait, cet appel à la science, il démontre aussi un paradoxe qui est assez important, c'est que il appuie des positions qui sont anti-intellectuelles, où les experts et la communauté scientifique sont souvent dénoncés par une sorte de science populaire qui va, elle, être basée essentiellement sur des témoignages. Et du coup, en fait, on est très proche de la pensée conspirationniste, voire réactionnaire, où en fait le but c'est d'arriver à une vérité et non une réflexion sur les moyens qui sont mis en œuvre pour arriver à ce but. En deuxième point,
ce sont l'ésotérisme et l'occultisme occidental qui offrent un cadre de croyance aux extraterrestres. L'idée d'intervention d'aliens dans le passé de l'humanité, c'est issu du 19e siècle, tout comme les idées de perception extrasensorielle, de télékinésie, de capacité psychique, de téléportation, de fantômes, d'esprits, et voilà, de tout un tas de créatures du 19e siècle. En fait, on a des reprises de ces motifs qui se retrouvent dans la mythologie extraterrestre et ovni, et tout ça, et c'est déjà présent dans la théosophie, donc qui est un mouvement dont je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus. Donc il y a un syncrétisme qui est fondé par une dame qui s'appelle Helena Blavatsky, et qui sert de base, d'assise aux croyances New Age encore aujourd'hui. En fait, on retrouve dans la théosophie des entités qui sont parfois extraterrestres, qui détiennent des connaissances et délivrent des messages qui sont pleins de sagesse à l'humanité. Ils sont créés et appelés par Blavatsky les maîtres, ou les maîtres ascensionnés. Et ça va être repris par les dirigeantes théosophes qui sont Annie Besant, Alice Bailey, et aussi l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Et tout ça, en fait, ça va être lié à une dimension d'évolution spirituelle de l'humanité, qui se retrouve aussi dans plein de mouvements New Age. Par ailleurs, on a l'astrologie, du fait de relier les astres de l'espace à la destinée des humains, qui représente aussi un levier efficace aux croyances contemporaines sur les extraterrestres. Troisième point, c'est le modèle du millénarisme. Donc c'est-à-dire l'attente d'une salvation collective via un changement massif, brutal ou progressif, voire une fin du monde, voilà, une sorte d'apocalypse. Donc c'est le cas par exemple du passage à l'ère du Verseau, dans la théosophie, l'anthroposophie et le New Age, qui est une sorte d'attente de période de paix, d'harmonie de l'humanité, et parfois du retour du Christ, voire de l'arrivée de gentils aliens pour aider les humains. Et à l'inverse aussi, on peut aussi parler des reptiliens, qui sont des aliens déguisés en humains, selon le conspirationniste David Icke, qui s'infiltreraient dans la société humaine pour la faire chuter un jour de l'intérieur et précipiter la fin de l'humanité. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des reptiliens. Les reptiliens, oui, carrément. Oui, bien sûr. C'est tellement C'est populaire. courant comme délire quand même. Et les gentils extraterrestres aussi, c'est les Raéliens qui sont un peu dans ce délire-là, non, je crois. Oui, voilà, ouais, mais c'est pour ça revient Et assez même dans souvent. la culture populaire, là, je pense au film Premier Contact de Denis Villeneuve. Mais Les tout à fait. extraterrestres viennent bien donner Il y aux a humains donné les quelque moyens chose aux de- humains, oui. C'est exactement ça, Voilà. et ils se mettent, c'est 2 fois que tu anticipes mon paragraphe suivant. Parce que le dernier point que développe Benjamin Zeller, en fait, c'est que ce sont des modèles de croyances qui sont fluides, et qui sont à l'intersection de la culture populaire, où la délimitation entre les faits, la fiction, la religion et le divertissement sont extrêmement floues. Ça peut aussi être des religions ou des spiritualités qui mixent des éléments traditionnels avec la pop culture. Dans de nombreux mouvements, on retrouve des idées qui sont popularisées par des séries comme X-Files, Stargate ou Alien Theory, et qui sont elles-mêmes alimentées par des croyances contemporaines. Et tout ce concept, en fait, s'appelle l'occulture, qui est un néologisme formé de occulte et culture, et qui se retrouve dans la plupart des croyances contemporaines. Par exemple, je sais pas si vous prenez la sorcellerie ou le néopaganisme avec genre Harry Potter, enfin plein de trucs, Charmed, etc. Ouais. On voit que c'est quelque chose qui se nourrit et est nourri à profusion par la culture populaire. Et au niveau des extraterrestres, ben, comme on l'évoquait un petit peu, en fait cette occulture les présente souvent comme des êtres sacralisés qui jouent un peu un rôle de divinité, qui interviennent en bien ou en mal dans la vie des humains ou de l'humanité. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept d'occulture, parce que moi je le découvrais en lisant Benjamin Zeller, et c'est assez, enfin je trouve ça vraiment passionnant. Non, en vrai, non. Je pense que comme ça, en tout cas, non. Ok, bah, apparemment c'est un terme qui a été... Alors je me En rappelle fait, ça me plus. fait beaucoup penser à. Je connais un YouTuber qui s'appelle Occulture, hein, tout simplement. C'est vrai qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Occulture, oui. Qui s'appelle Occulture, mais justement, il parle de la culture de l'occulte, en fait, de manière générale. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est du coup pour moi c'est ça, ouais, c'est ça. Mais Ouais, plus la culture il pousse jamais, il reste toujours que dans le côté sorcellerie, fantastique, etc. Enfin en tout cas je crois. En fait parce que je suis de loin en réalité. Enfin je vous conseille d'aller voir quand même. C'est chouette ce qui. Je dis il mais je devrais dire, je devrais pas dire ça parce qu'ils sont deux maintenant donc. Mais oui pour moi c'est ça l'occulture, c'est la science. Enfin c'est pas la science de l'occulte, c'est la culture de l'occulte quoi. Mais c'est exactement ça, c'est comme je Ouais, c'est disais, ça, en en fait, fait, ouais. c'est, la culture de l'occulte, mais aussi, enfin, tu vois, genre, c'est alimenté par les croyances, et c'est assez Ouais, c'est ça en fait, ouais. c'est un flux, en fait. C'est un- Mais est-ce que peut-être que j'anticipe aussi, mais toutes ces
néo-croyances, tout ça, est-ce que tout ça c'est pas influencé de toute façon par les croyances passées? Parce que au final, l'attente d'un messie extraterrestre, c'est la même attente d'un messie que t'avais pendant l'Antiquité, pendant le Moyen Âge, etc. Est-ce que tout ça Benjamin c'est pas tout la même chose en fait? C'est pour ça que Benjamin Zeller, il parle de la mythologie profonde Ouais. inhérente à ça, qui est exactement la même que dans n'importe quelle religion. Ça me Et fait c'est beaucoup penser je digresse, hein, mais en ce moment j'en parle pas mal au boulot, mais ça me fait beaucoup penser au principe du monomythe en fait, où au final tous nos mythes sont toujours plus ou moins un peu les mêmes mythes à chaque fois quoi. C'est juste qu'on change les mots, qu'on change les noms, qu'on change un peu le scénario, mais au final on se raconte toujours les mêmes choses. C'est ce que tu disais au début, c'est la peur de c'est l'angoisse ça, de la mort, l'angoisse de c'est la ça. vie, Au et final, en fait on se donne des les peurs réponses. sont les mêmes, c'est juste C'est les ça, peurs ouais. qui sont inhérentes à Homo À sapiens. l'humanité quoi. Ouais, c'est ça. En fait on flippe juste notre race et C'est du coup on clair, met des extraterrestres ou des dieux quoi. c'est ça, n'importe quoi. Donc voilà, maintenant que ce cadre est posé, en fait, qu'en est-il de la présence d'extraterrestres en Amérique, hein, chez les natifs américains? Oui, parce que c'est vrai que c'était Et ça. oui, parce que c'était un peu le but de la chronique et là, en fait, on a fait que l'introduction. Oui, oui. Je ne ferai donc pas ma chronique ce soir. C'est acté. Je suis désolé. Non, t'inquiète, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Alors, pour Paul Maëri, il s'agit d'une question qui n'est pas nouvelle. Chaque génération de non-autochtones prétend que les natifs n'ont pas pu parvenir à des cultures aussi sophistiquées sans une aide extérieure. Donc tour à tour sont invoqués des anges déchus ou des géants de la part des chrétiens, ou alors des créatures surnaturelles extraterrestres, ou des histoires autochtones sur des peuples qui sont venus des étoiles. Un bon exemple, c'est celui par exemple des géoglyphes de Nazca au Pérou, qui ne peuvent être visibles dans leur entièreté que depuis les airs, et qui sont attribués populairement à un contact ancien avec des extraterrestres, beaucoup plus facilement qu'à des manifestations religieuses de culture locale. C'est vrai que même pour plaisanter, c'est une explication, enfin tu vois, même si on en parle d'un ton léger, on peut beaucoup plus facilement parler des extraterrestres plutôt que de cultures dont on a au final que très peu d'informations. Et depuis quelques décennies, tout ça, en fait, toutes ces idées ont gagné en visibilité et en intérêt. Mais l'origine remonte probablement au XVIIIe et XIXe siècle, où certains ont tenté de concilier d'une part la présence des autochtones et avec ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est là où on a un problème, parce que dans la Bible, en fait, il ne parle pas de l'origine des peuples d'Amérique. Donc il a dû fallu interpréter. Et c'est là qu'il y a des théories qui ont émergé. On peut citer par exemple celle qui prétend que les Anakim, une race de géants de l'Ancien Testament, chassés d'Israël, a trouvé refuge en Amérique. On va pas trop s'y attarder parce que en fait j'aurais pas le temps de tout traiter ici, mais Paul Maëri développe ce phénomène qui explique que des géants venus de l'étranger, voire de l'espace, ont peuplé l'Amérique du Nord. Ah Et oui, apparemment, d'accord. ça a été très à la mode au 19e et au début du 20e siècle. Voilà. Comme Ok. il disait, chaque génération a un peu ses délires. Pour les Mormons, il n'y a pas ce principe que l'Amérique, c'est censé être le vrai, l'endroit où Jésus a trouvé refuge ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas un... La 13e tribu d'Israël. C'est ça, la Je crois que 13e c'est tribu ça. d'Israël, Ouais, voilà, ouais. c'est ça, ouais, exactement. Oui, tout à fait. Ça rejoint un peu Et je le pense qu'à mon avis schmilblick. que les Mormons, ça doit dater de par là, hein, genre Bah, c'est ça, 19e. ouais, c'est 19e, c'est pour ça que ça a popé dans ma tête. Je me permets de te couper du coup, vu que je sais que je ferai pas Oh, de bah, chronique. Non, je suis en mode, on s'en fout. Balek, vas-y. Ah, On tiens, peut bien durer reçu. toute la nuit, je m'en fous. Pardon, Donc en fait, désolé. tout ça, ça a quand même une origine probable, en fait. La cause est probablement due à la fouille de tumulus qui se retrouvent en très grand nombre en Amérique du Nord et qui servaient entre autres à l'inhumation de personnes de haut rang ou pour des rites religieux, et ce depuis le 2e millénaire avant notre ère. Et il y a une époque où la Smithsonian Institution payait pour des artefacts d'origine native américaine. Et du coup, il y a une course au profit qui s'est engagée, avec une volonté de trouver Ouais. ou fabriquer de toutes pièces des artefacts toujours plus sensationnels. Et parallèlement à ça, on a eu le désir scientifique d'expliquer l'origine des peuples natifs américains, et la volonté des chrétiens de les relier à la Bible. Donc du coup, l'explication des géants, c'était un moyen complètement raciste de combler toutes ces interrogations, et d'expliquer la présence des tumulus retrouvés à travers le continent, qui n'auraient bien sûr pu être construits que par des peuples aux capacités extraordinaires. Bien sûr. Mais tout ça, en fait, je crois qu'il me semble, mais je suis pas sûr parce que j'ai pas vérifié, mais que j'en parle un peu déjà dans ma chronique sur le complotisme en archéologie, Il me semble aussi, ouais. et tout ça, Oui, c'est un tu peu en avais relié. parlé. Ah, merci Sven. Et Oui, tout oui, ça, en fait, c'est juste nier l'histoire des peuples colonisés au profit d'explications qui sont flatteuses pour les colons. bien Donc voilà, sûr. on va pas en parler plus que ça. À la place, je vous propose de parler de 2 autres choses. Le peuple des étoiles Oh. et les pétroglyphes en Amérique du Nord. Le Star Ah, People
ou le Sky People, se retrouve dans de nombreuses histoires de culture native américaine. Il est évoqué une sorte de lien entre des groupes humains et des êtres métamorphes qui leur auraient apporté un système de société et des rites sacrés. Les Lakota, les Dakota, les Pawnee, les Cree, les Cherokee ont tous des histoires de figures sacrées associées au ciel. Donc vous vous doutez bien que ces êtres venant des étoiles et porteurs de sagesse ont donné à certains l'idée de connexion avec des extraterrestres. Bien sûr. Au XXe et XXIe siècle, ces histoires deviennent carrément des preuves de contact entre des peuples autochtones et des aliens. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout cela, me direz-vous, hein ? Comme vous le savez, les différences culturelles sont très marquées entre les peuples d'Amérique et les Occidentaux, les Européens. Les savoirs, les connaissances se construisent et se diffusent différemment. Et du coup, il peut être très difficile pour une personne non autochtone de comprendre certaines histoires. Et ça, c'est dû à plusieurs conceptions qui sont totalement différentes. Soit le concept de temps, le concept de personne, d'animal, d'être de manière générale, d'environnement, d'astre, en fait, voilà. Tout ce qui est observable ou non, d'ailleurs, à l'œil humain. Et le problème majeur, c'est que le vocabulaire et les concepts européens ne permettent pas d'intégrer toute la subtilité d'un système de pensée qui est issu d'une culture différente. Et de fait, ça va réduire la compréhension générale. Donc rappelez-vous, on a déjà abordé ce sujet avec la chronique sur les Yegwe. Et oui. D'une manière générale, lorsque l'on aborde des histoires et des rituels sacrés de personnes qui ont habité ou habitent toujours en Amérique, il convient d'être précautionneux et prudent. C'est ce que dit Paul Myrie, c'est comme ça qu'il traite le sujet, et voilà, j'encourage à faire pareil. Les premières assertions de cette connexion entre natifs américains et extraterrestres remontent aux années 80, en pleine période où il était courant dans la fiction de parler de contact avec des aliens. On la doit à des auteurs et des chercheurs d'OVNI, comme un homme qui s'appelle Timothy Beckley, qui glorifie, je cite, ouvrez les guillemets, les qualités mystiques qui existent dans le mode de vie des Amérindiens, qui suggèrent fortement qu'il y ait eu un contact avec des intelligences de l'espace. Fermez les guillemets. En fait, Timothy Beckley, il va faire un lien entre la spiritualité et les contacts mystiques avec des extraterrestres et les capacités paranormales de soins et de télépathie avec des Amérindiens. Donc on rejoint un peu l'idée du 19e siècle qui suggère que les peuples autochtones ont bénéficié d'une aide extérieure pour développer leurs capacités. Et d'ailleurs, on retrouve chez certaines personnes des phrases du genre « s'ils ne sont pas très avancés technologiquement, ils sont au contraire très avancés, mais spirituellement ». Vous voyez tout le relent de colonialisme et de jugement de valeur qui se cache derrière ce type d'affirmation. C'est ce que disaient les Lévi-Strauss aussi, mais d'une manière un peu plus... Oui, d'une manière différente, oui. Oui, parce que du coup, moi, je l'avais vraiment lu comme ça, mot pour mot, et puis je me suis dit, mais c'est raciste, en fait. Et certains, même parmi les natifs américains, véhiculent aussi ce genre d'idées. Dans son livre The Sacred Ways of a Lakota, publié en 1990, Wallace Black Elk évoque un chaman, oui, je me suis pas trompé sur le terme, il évoque bien un chaman, qui a aperçu un disque volant, silencieux, qui s'est soudainement allumé, comme avec des néons. Il a atterri, et de petits extraterrestres télépathes en sont sortis, et le chaman a pu communiquer avec eux. L'auteur dit aussi que les scientifiques contemporains ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont perdu le contact avec la sagesse, la puissance et le don. Ah oui, logique. Chief Golden Light Eagle, un autre natif américain, offre des enseignements de sagesse venant du peuple des étoiles, qui inclut des figures traditionnelles Lakota, mais aussi Bouddha, le dieu égyptien Thoth et la divinité hindoue Krishna. Ça fait ça fait du monde quand même. Ça fait pas mal de monde. Voilà, donc cette personne, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui interprète des histoires ancestrales via une sorte de prisme New Age. J'allais dire somme toute assez classique. Hein. Oui. Mais si l'interprétation extraterrestre suit des modèles occidentaux de croyances contemporaines, un peu comme on a vu au début, à quoi correspond initialement le peuple des étoiles, dans l'imagination et les récits autochtones ? Chez les Lakota, il existe des entités métamorphes sacrées liées au ciel et qui transmettent des rituels. On a par exemple l'histoire de la White Buffalo Calf Woman qui a appris des rites sacrés aux humains. Donc elle appartient à la terre, mais également au ciel. En fait, elle est à cheval entre les mondes. Telle qui donne les rituels grâce auxquels les populations peuvent trouver l'harmonie avec l'environnement, mais également entre eux.
Chez les Dakota, il s'agit d'une entité métamorphe d'apparence humaine et qui peut se changer en un veau blanc et qui est venue donner au peuple la pipe sacrée et les cérémonies qui sont associées afin de pouvoir vivre en harmonie avec le ciel et la terre. D'un point de vue extérieur, en fait, ce type de figure, ça peut être difficile à concevoir. Ça peut facilement être assimilé à des figures sacrées d'autres cultures ou alors réinterprétées pour paraître un peu plus compréhensible. Il s'agit d'une tendance qui est connue en anthropologie, qui consiste à concevoir quelque chose par le biais de sa propre culture, mais de fait, ça l'extrait de son contexte initial. Ou du moins, ça ne permet pas de le prendre totalement en considération. Afin d'en avoir une conception moins incorrecte, il est nécessaire de s'interroger soi-même, ses propres biais culturels, et aussi de faire preuve d'humilité. Une grille de lecture qui est non autochtone représente un risque qui est celui de mal comprendre et déformer une figure sacrée, une histoire, un rite, etc. Les exemples ne manquent pas, et un jour je vous parlerai du smudging, probablement. Le fait de brûler de la sauge. Mais chut, pour plus tard. Oh, trop bien. En fonction de la culture de l'observateur extérieur, la White Buffalo Calf Woman devient par exemple une figure sainte, une déesse, une figure de protection, voire, bien entendu, la preuve d'un contact avec les extraterrestres. Elle est parfois liée à des versions millénaristes dans laquelle elle annonce la venue des extraterrestres sur Terre pour régler les problèmes de l'humanité, purifier le monde et rétablir l'harmonie et l'équilibre spirituel. Cependant, affirmer et réaligner des histoires et l'imaginaire religieux des cultures autochtones sur ceux des non-autochtones, eh bien c'est également un moyen de plus par lequel des personnes peuvent s'approprier et utiliser des histoires et des rituels à leur propre fin. Mais comme on l'a vu, c'est un peu plus nuancé que ça parce qu'il y a certains natifs qui revendiquent également une origine extraterrestre à la White Buffalo Calf Woman et aussi à d'autres personnages. Des groupes de chercheurs en ovni ont par exemple été invités en 1996 dans une réserve Sioux par Chief Golden Light Eagle lors d'une conférence sur le savoir transmis par le peuple des étoiles. Et en soi, il faut le reconnaître, même si les motivations et la manière de faire sont extrêmement discutables, c'est un moyen de faire connaître la culture autochtone. Alors probablement pas le meilleur, mais ça contribue à faire connaître la culture autochtone à un large public. Ok. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut malheureusement reconnaître. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça, parce que ça permet à des gens qui sont pas habitués à la culture autochtone de s'y intéresser. Ça peut être une porte d'entrée aussi. Ça peut être une Oui, porte mais c'est d'entrée. Enfin, ce n'est pas vraiment la culture autochtone, c'est une vision totalement déformée. Tout à fait. Ouais, mais parfois ça permet aussi si tu décides de t'y intéresser pour de vrai, tu peux te rendre compte après de ça, c'est une porte d'entrée. C'est un peu comme si tu rentrais par la porte de jardin, mais peut-être que aujourd'hui je fais des métaphores incroyables. Mais peut-être qu'à l'intérieur, tu te rends compte qu'en fait c'est pas comme ce que tu avais imaginé depuis la fenêtre, quoi. C'est un peu ça. Putain. En fait, c'est ça. Non, tu crois rentrer dans la maison, mais c'est l'abri jardin. Oui, c'est l'abri jardin, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Donc la manière d'interpréter les récits sur le peuple des étoiles et de comprendre les rites et les histoires, avec cet exemple de la White Buffalo Calf Woman, varie selon les objectifs des auteurs. Et en fait, ça, c'est fortement dû au passage d'une tradition et d'un mythe qui est originellement oral à l'écrit, qui ouvre aussi à un plus large public et donc aussi à une plus grande interprétation. Pour Paul Myrie, il serait probablement préférable de laisser ces interprétations aux peuples autochtones eux-mêmes, qui considèrent ces histoires comme sacrées et constituantes de leur culture et de leur univers religieux. Ce sont eux qui ont reçu et qui ont conservé ces histoires, et ce sont eux qui peuvent y trouver un sens. Les interprétations autochtones seront toujours plus subtiles que celles des occidentaux, et même s'il existe plusieurs variantes d'une même histoire, comme on l'a vu par exemple avec les Lakota et les Dakota, il n'est jamais question de trouver une véritable version. Au contraire, chaque version peut être perçue comme entièrement correcte et coexister. Par contre, une personne non autochtone pourrait affirmer qu'il y a des extraterrestres là où il n'y en a pas dans les histoires. Et peut-être, au contraire, manquer les endroits où des extraterrestres se cachent. Oh. Alors c'est même pas de moi, c'est vraiment Paul Myrie qui a écrit ça, et je trouve cette ouverture assez classe. C'est assez classe comme ouverture, ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que du coup, en fait, on n'aurait même pas les codes pour savoir, pour reconnaître. Alors, de toute façon... Allez, il est temps de passer à notre dernier sujet. On dirait que c'est 3 chroniques en une. Des pétroglyphes, peintures rupestres et autres structures terrestres se retrouvent à travers toute l'Amérique. Leurs formes sont variées, allant d'animaux stylisés à des images plus abstraites. Et bien entendu, tout cela est selon certains l'œuvre d'une influence extraterrestre.
J'ai l'impression de faire le début d'une émission un peu nulle, c'est sur. C'est ça fait, c'est sur RMC un peu, tu Ouais, sais. c'est clair. Rien qu'en Amérique du Nord, il existe environ 1 million de vestiges de tertres et de tumulus, de peintures rupestres et pétroglyphes de taille variable. Donc les peintures rupestres, elles se trouvent bien sûr sur la surface de la roche, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Marc, tandis que les pétroglyphes sont taillés dans la roche elle-même. Les géoglyphes, comme à Nazca, au Pérou, en fait, ce sont des dessins qui sont à même le sol. Les pétroglyphes d'Amérique du Nord représentent souvent des animaux et sont situés au sommet des falaises ou des montagnes ou alors près des sources d'eau. Les tertres et tumulus sont faits à partir de terre et de pierres façonnés de manière à former une colline artificielle aménagée, mais ils peuvent aussi prendre la forme d'animaux, de formes géométriques ou de structures plus complexes ou imposantes. Nous n'en savons que très peu sur les motivations des peuples qui ont créé de tels édifices. En fait, c'est dans ce gouffre de l'inconnu que certains n'hésitent pas à combler avec des présences extraterrestres. En fait, il est très difficile pour certains systèmes de croyances de laisser des vides, des interrogations ouvertes, ce qui peut être compréhensible. Et il est tentant du coup d'interpréter cela comme des preuves d'une connexion entre peuples autochtones et aliens. Ouh. Au moment du contact, alors attention, c'est pas le contact avec des extraterrestres, on est d'accord? Oui, ça prête à confusion maintenant. Ouais. Oui, je me suis mis un petit point d'exclamation juste à côté quand j'ai écrit ça. Donc au moment du contact, on estime qu'il y avait plusieurs millions de ces structures à travers tout le continent nord-américain. Beaucoup ont probablement été perdues à jamais, détruites par les colons, pour pouvoir créer des champs ou alors des bâtiments. Au XXe et XXIe siècle, une majorité du grand public a encore du mal apparemment à faire un lien entre les cultures natives américaines et les tumulus et les pétroglyphes. L'imaginaire contemporain, le lien avec la culture populaire notamment, et qui implique l'intervention d'extraterrestres dans le passé de l'humanité, y joue pour beaucoup. D'autres personnes prétendent aussi comprendre et interpréter l'iconographie de ces structures, qu'elles pourraient représenter des êtres ou des entités spécifiques autochtones. Certains les considèrent même comme des entités sacrées avec lesquelles on peut avoir des conversations, faire des offrandes, etc. Il faut garder en tête que toute affirmation concernant cette iconographie ou sa signification relève encore du domaine de l'inconnu. Et même les explications autochtones contemporaines doivent être prises avec prudence, juste parce qu'en fait ce ne sont pas les mêmes cultures qui sont à l'origine de ces édifices. Et les interprétations extérieures peuvent être encore plus problématiques, parce qu'elles ne partagent pas de vision de monde commun avec les autochtones, ou même un lien culturel. Et en fin de compte, en fait, nous ne savons pas exactement comment interpréter ces images. Nous ne pouvons actuellement que faire des suppositions sur la base de ce que nous savons des histoires et des rituels connus. Mais cette prudence est parfois délaissée, et il y a plein de personnes, notamment non natives américaines, qui prétendent savoir qu'il existe un lien d'origine extraterrestre. Il est courant de trouver sur internet que les natifs américains ont une connexion avec les visiteurs de l'espace. Par exemple, on a la concentration d'art pariétal dans le Nine Mile Canyon, dans l'Utah, qui est très très joli, je vous recommande de... Je vais aller regarder. C'est très très beau, et c'est souvent avancé comme une preuve de contact alien. En fait, il y a un argument, c'est que les bonhommes, les êtres qui sont représentés, en fait, ils ressemblent pas tout à fait à des humains. Et aussi, des fois, on a des trucs qui sont en forme de disque. Voilà, pensez à des soucoupes volantes. Oui, après c'est un classique de Et l'art c'est- pariétal de ne pas représenter les humains comme des humains. Oui, À oui, moins mais que ce soit toujours des extraterrestres. voilà, c'est ça. Juste d'une manière générale, l'art rupestre en Amérique du Nord est parfois analysé à travers ce prisme de la recherche d'extraterrestres. Il y a des recherches de preuves de liens avec d'autres civilisations, des associations avec des constellations ou alors des planètes spécifiques. Et en fait, l'avènement de l'ère spatiale et les progrès de la technologie ont donné naissance à une multitude de théories qui n'existaient pas, par exemple, au 19e siècle. J'avoue On que a là, il y en un- a un qui est très chelou. Il a des espèces de cornes sur la tête. Il a un bras qui est pas vraiment un bras. Il a l'air d'avoir une espèce d'arme bizarre et en même temps, il a l'air d'avoir des tentacules à la place des pieds. Oui, voilà, c'est pour ça. Lui, il est chelou. Je le Oui, concède. alors c'est très très joli, et c'est C'est vrai très que joli, mais c'est vrai bah, que je peux C'est comprendre étrange. la confusion. on a un autre exemple qui est situé dans le sud-est de l'Ohio, qui est celui des pétroglyphes de Léo. D'ailleurs, on va faire un test. Tenez, je vais vous envoyer un lien. Cliquez sur ce lien Ok. et Oh, je vais décrire. Ne dites rien pour l'instant. Je vais décrire aux ok. auditeurs de la manière la plus neutre possible, et ensuite vous allez me dire comment vous interprétez ça. Donc, Ok. on a au centre une sorte de cercle dans lequel il y a deux points, un peu comme des yeux, et en bas un trait. Ces espèces de points sont surmontés d'autres traits. Autour de ce cercle, on a
2 petites cornes. De part et d'autre de ces cornes, on a 2 sortes de demi-cercles qui remontent vers le haut. Et en bas, on a des sortes de, comment dire, des petits, comme des pattes d'oiseau, un peu en fourche comme ça. Et entre ces pattes, il y a un ovale. Voilà, j'ai essayé d'être le plus neutre possible. Maintenant, vous allez me dire comment vous interpréteriez ça. Vas-y, Sven, je te laisse commencer. Ça ressemble à un visage avec des cornes, en fait, un petit diable, quand on le voit comme ça. Ça fait très diablotin, ouais, mais il a l'air sympa. Il a 2 petites cornes sur la tête, 2 grosses cornes, des petites papates. Par contre, on dirait qu'il a une énorme couille centrale. Euh, Pour moi, on dirait une espèce de démon lubrique, mais sympathique. Ou alors d'un extraterrestre, je ne sais pas. Parce Voilà, qu'effectivement, ça pourrait très bien être un alien, un croquis d'alien dans un film de SF, quoi. donc, entre autres, dans les interprétations qu'on peut trouver, ben, il y en a qui voient le visage d'un sorcier, tu vois, ou d'un guérisseur qui aurait porté des bois de serre pour assurer une bonne Ouais. chasse. Alors moi, personnellement, ça me fait vraiment penser, alors je dis aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas dit, moi, en fait, j'ai l'impression de voir un hibou, ou une chouette, ou un truc comme ça. Il y a un côté un peu hibou. Après, Et mon ouais, un esprit est trop formaté par Chauvet, mais ça fait très visage humain quand même au central. Et on c'est dirait ça, ouais, c'est vrai. ça fait beaucoup penser au principe du sorcier en art pariétal, mais là, le fait qu'il ait des petites papates et qu'il ait pas de corps, Ouais, très c'est perturbant perturbant. un peu, c'est vrai, Très perturbant, ouais. Donc il y en Mais a qui voient... les pattes font serre de rapace, ouais. Ouais. Et puis Et surtout, t'as les petites cornes comme les, tu sais, comme les trucs des hiboux, là. Les ouais, comme petits... les petites aigrettes, mais Ça, ouais. Que ça mais se en trouve, même le temps, il a visage, 2 c'est pas grosses un cornes. visage, tu vois. Ouais, peut-être que c'est pas un visage. Je sais pas, c'est compliqué. Il est Mais voilà, bizarre donc il y celui-là, en a ouais. qui pensent à un sorcier avec des bois de serre, il y en a qui pensent à l'image du Mothman, qui est un cryptide local. Ah oui, le Mothman, bien sûr, Ouais. ouais. Donc c'est un oiseau, une sorte d'oiseau de taille humaine avec des grands yeux rouges et qui Logique. n'a au passage aucun lien avec aucune histoire autochtone. Et bah, il y en a d'autres aussi qui ça fait penser à un emoji, vu que bah, on a clairement une sorte de C'est vrai qu'on smiley dirait un emoji, ouais. au milieu. Donc vous voyez qu'il est très facile d'attribuer n'importe quel sens à des images qui sont faites par des cultures qui sont éloignées de nous dans le temps. Et d'ailleurs, ouais, je pense qu'avec notre patrimoine rupestre en France, après peut-être qu'il y a plus de médiation dessus qu'en Amérique, enfin j'en sais rien. Mais je pense qu'on est aussi un peu concerné par ce souci. Oui, complètement, ouais. Mais à ce Complètement. jour, en fait, il est tout simplement impossible de remonter à la signification originelle, et c'est le cas de la plupart des pétroglyphes. Outre ces cas, on trouve un grand nombre de plateformes de terre aménagées en forme d'animaux dans les bassins du Mississippi et de l'Ohio. Elles représentent des figures animales, d'ours, d'aigles, de serpents, etc. Elles peuvent être ou non des tumulus funéraires, et par exemple, on a le tumulus du grand serpent de l'Ohio, qui est très très joli, qui est Ouais, c'est daté très joli, ouais. 3e ou 4e siècle avant notre ère et qui mesure plus de 400 mètres de long, donc c'est quelque chose de très très grand. Bon, il est associé à aucune sépulture, donc malgré son nom traduit en français, en fait c'est littéralement pas un tumulus. Mais du coup, en fait, quand on a affaire à ça, il est assez raisonnable de deviner une signification religieuse à ce genre d'édifice, bien que des spéculations liées aux extraterrestres fleurissent depuis quelques années. Il y a des propriétés mystiques qui sont associées, ainsi qu'une sorte de connexion spirituelle et tellurique entre les différents tumulus américains. Donc voilà, on parle d'extraterrestres qui ont aidé ces peuples locaux à les construire, classique. Et comble de l'ironie, on a des crop circles qui sont parfois créés près de ces tumulus. Donc pour certains, c'est la preuve que c'est les extraterrestres, parce que les crop circles, c'est C'est forcément les les extraterrestres. extraterrestres, ça c'est tient. Je pense qu'il y en a il y a des gens qui ont beaucoup d'ironie à faire des crop circles ici. C'est des gros trolls. Ah ouais, je pense que c'est des énormes trolls. Donc la forme du tumulus du grand serpent pourrait également correspondre à un calendrier lunaire et à des axes sur les solstices qui vont également poser de nombreuses questions, parce que bon, qui dit calendrier lunaire dit espace, machin, voilà, donc extraterrestre, on est toujours là-dedans. En réponse à ça, les archéologues suggèrent qu'une culture qui est bien développée et surtout attentive au mouvement des astres peut très bien créer ce genre de tumulus pour marquer une interconnexion entre le ciel et les êtres de la Terre, et de fait relier ça à une sorte de religion dont on n'aurait pas plus de détails, et c'est plutôt pour ça qu'on pense que c'est voilà, une structure religieuse. Mais à ce jour, voilà, il n'y a aucune preuve archéologique qui soutient un quelconque lien avec des extraterrestres, ou un pouvoir mystique, ou des êtres d'autres mondes, et aucune histoire qui implique des aliens n'a été transmise à travers le temps jusqu'à nous. Cela dit, les preuves archéologiques ne seront jamais suffisantes à ceux qui préfèrent affirmer une influence extraterrestre dans la construction de ces tumulus.
Donc voilà, on arrive à notre conclusion. Pour finir, la question des extraterrestres dans les cultures natives américaines continuera à peupler l'internet et les médias sociaux, la littérature et l'imaginaire contemporain, tant qu'il y aura des gens pour y croire. L'argument récurrent des non-autochtones, c'est de dire que les natifs n'auraient pas pu créer des formes de culture aussi sophistiquées sans l'aide de forces extérieures. Donc qu'il s'agisse de déplacer des quantités massives de terre, créer une imagerie élaborée ou développer des systèmes sociétaux et religieux complexes. On a des aliens qui se glissent un petit peu partout. Il semble que chaque génération produise son lot d'auteurs, qui est désireux de proposer différentes théories sur des forces extérieures qui pourraient expliquer l'ingéniosité et la créativité des cultures natives. Les idées et l'imagination ne manquent pas, et il nous reste à découvrir ce que l'avenir nous réserve. Parce que oui, peut-être qu'on découvrira un jour des ossements d'êtres non humains dans un tumulus. Oh. Peut-être que d'autres auteurs natifs parleront de leur contact avec le peuple des étoiles et permettront de sauver la planète. Peut-être que des technologies nous permettront de déchiffrer les pétroglyphes. Peut-être même que des extraterrestres étaient bien présents parmi les peuples natifs et ont façonné l'imaginaire et les pratiques religieuses. Mais dans ce cas-là, eh bien, nos connaissances seront ajustées à la mesure de ces découvertes, mais pas avant. Oh. Il est évident que les Lakota, les Sioux et d'autres encore revendiquent un lien avec des êtres sacrés qui ont apporté des rites et des connaissances. De nombreux peuples autochtones affirment avoir appris beaucoup de choses et auprès de diverses entités sous la forme d'ours, de saumons, d'araignées et d'autres créatures. Et cela ne fait pas d'eux des extraterrestres pour autant, mais ça en fait des êtres qui font déjà partie de l'environnement. Et ça permet de comprendre la façon dont on peut percevoir ce que sont ces créatures et comment elles peuvent interagir avec les humains. La notion d'alien, c'est peut-être avant tout une construction des Occidentaux pour désigner tout ce qui n'entre pas dans leur spectre de culture. Pour les peuples autochtones, il semble que les êtres métamorphes, les animaux, le peuple des étoiles, les êtres de la terre et du ciel, fassent tous partie d'une vision du monde dans laquelle très peu de choses peuvent être considérées comme vraiment étrangères. Et en effet, elles sont déjà toutes présentes dans l'environnement. La seule chose qui pourrait être extraterrestre, selon Paul Myrie, c'est les personnes qui font de l'environnement naturel une source de profit. Ceux qui ne respectent pas les esprits des animaux ou des personnes, ceux qui chassent pour le sport par exemple, ou s'approprient ce qui est sacré. Et enfin, la question des extraterrestres chez les natifs américains restera non résolue et sans réponse définitive. On rappelle que nous vivons toujours en fait avec des réponses qui sont provisoires. Et comme on l'a vu, on peut relier les croyances évoquées au modèle développé par Benjamin Zeller, ce qui donne quand même une petite idée. Ouais. Mais à ce jour, nous pouvons affirmer que les peuples américains, les peuples autochtones, qui comprenaient plusieurs centaines de cultures pour le seul continent nord-américain, doivent probablement une grande partie de leur inspiration et de leurs pratiques religieuses, non pas à des influences et des contacts extérieurs, mais plutôt à l'expérience qu'ils avaient eux-mêmes dans leur relation au monde. Et voilà. pour ma Joli. Eh ben, merci beaucoup, Nico. Merci à toi pour ce beau moment d'ethnologie, finalement. C'est assez compliqué, je t'avoue, parce que c'est ultra intéressant comme sujet, Oui, oui. mais c'est lourd. En fait, Et pendant ta chronique, j'ai réfléchi à dans quel coin le classer. Est-ce que c'est de l'histoire? Est-ce que c'est de la socio? Est-ce que c'est du folklore? Et du coup, je sais, je crois que je l'ai là pour le moment, je l'ai mis dans folklore parce que je me suis dit que les ovnis c'était un peu du folklore américain. Voilà. je pense que Mais tu peux mettre en folklore. voilà. Mais Mais toutes ouais, les c'était bien cool, très intéressant, très fourni comme à chaque fois, bien évidemment. Mais merci beaucoup Nico pour cette chronique vraiment incroyable. Chers auditrices, chers auditeurs, tout est en dessous dans les commentaires, les références, etc. Nico va les mettre comme d'habitude, il le fait à chaque fois et c'est formidable. Et puis dites-nous ce que vous en pensez de tout ça, votre point de vue, partagez, dites, voilà, bref, comme toujours, hein, c'est pas que un moyen de faire des vues, c'est aussi un moyen de savoir qui nous écoute. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.